Donc on a choisi de travailler sur une problématique qui est assez courante et qui pose quand même de nombreux soucis pour évidemment les enfants, pour leurs parents et pour les équipes. Et on a donc choisi de travailler sur la question de la phobie des soins. Et on a choisi d'interroger cette problématique avec une triangulation des regards, avec le témoignage d'une maman, puis en fait l'apport du regard du psychologue et celui du soignant, de l'infirmière. C'est vrai que lorsque un enfant ou un adolescent rentre dans un hôpital ou dans un lieu de consultation, il y a souvent de la peur. Cette peur peut se manifester soit par des gargouillis dans le ventre ou la peur il peut en parler lui-même, mais parfois l'enfant va devoir manifester un refus et qui va à certains moments mener à une contention importante. Et la question c'est quand est-ce qu'on est dans des situations où l'enfant est anxieux ou alors quand est-ce qu'on va vers la phobie. Et donc je propose dans ce temps de redéfinir qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est la phobie, parce que chez l'enfant, la peur fait partie de son développement et il est bien parfois difficile de savoir si ça correspond à une étape de son développement et parfois des signes qui vont nous parler plutôt de la phobie quand la peur persiste au-delà de 12 mois, quand les signes sont vraiment très impressionnants, comme des réactions physiologiques, et donc la nécessité du coup de pouvoir faire appel au psychologue dans ces moments-là. Alors pour le soignant, justement, c'est important de pouvoir repérer le glissement, le passage du moment où on a affaire à une peur entre guillemets normale qui doit être évidemment prise en compte et dont on doit s'occuper en tant qu'infirmier, auxiliaire, puéricultrice, etc. À quel moment on bascule vers une situation de phobie avérée des soins. Et donc la première chose qui est importante, c'est de repérer justement, de distinguer si on a affaire à une peur ou plutôt à une situation de phobie. Les psychologues sont là pour nous aider justement à identifier les aspects psychopathologiques. Pourquoi est-ce qu'il faut repérer ce glissement-là ? Parce qu'on ne va pas prendre tout à fait en charge, enfin pas tout à fait de la même manière, en charge l'enfant quand il est dans une phobie avérée, installée. Parce qu'au moment d'une phobie avérée, on va avoir besoin d'une prise en charge globale, collégiale. On va avoir besoin de toutes nos forces dans une équipe, c'est-à-dire le regard du médecin pour assurer une prescription, une couverture analgésique qui soit optimum. Le regard du psychologue pour nous éclairer sur les mécanismes qui sous-tendent justement cette angoisse qui est tellement forte, qui vient faire le nid à la peur du soin. Et évidemment, nous, en tant que professionnels, infirmières, paramédicaux, comment on doit se comporter par rapport à l'enfant et qu'est-ce qui va aider à faire en sorte que ces soins ils se passent mieux ou tout simplement à faire en sorte que les soins puissent être réalisés. Eh bien, les points clés à retenir, même si on ne sait pas encore si on a affaire à un enfant qui a très très peur ou un enfant qui est déjà phobique, premièrement, s'arrêter, suspendre le soin, prendre un petit peu de temps pour permettre à l'enfant et à sa famille de récupérer un peu, mais surtout pour nous permettre de réfléchir à la meilleure stratégie à mettre en place. Deuxième élément, eh bien, c'est d'arrêter de vouloir absolument donner du discours rationnel, d'intellectualiser les choses auprès de l'enfant, avec un peu l'illusion que l'enfant viendrait rejoindre notre univers après nos explications rationnelles. On a besoin de se mettre en mouvement vers l'enfant, de rejoindre son univers, de rejoindre ses peurs, de l'accompagner là où il est, coincé dans sa peur, dans sa détresse. Comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner au mieux? Eh bien, on va justement lui permettre d'exprimer tout cela. On va accueillir sans juger. Et puis,
dans un deuxième temps, on va faire en sorte que notre discours soit un discours qui s'adresse au corps. Puisque la peur, la douleur, eh bien, c'est quelque chose qui traverse le corps. Eh bien, la seule manière de pouvoir dialoguer avec cette peur, c'est de dialoguer avec les aspects corporels. Alors, on se dit, mais comment on fait pour parler? C'est quoi un discours corporel? Eh bien, en fait, c'est justement ce qu'on utilise quand on fait de la distraction ou de l'hypnoanalgésie. Eh bien, on va s'appuyer sur la sensorialité de l'enfant, sur ses 5 sens, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et donc, aller vers ces registres sensoriels, proposer à l'enfant, regarde, écoute, souffle, souffler, respirer, faire attention à sa respiration, c'est le refocaliser sur des éléments du corps. Et ces éléments du corps, c'est les seuls points d'appui qu'on ait dans ces moments de grande panique. Donc, il faut aller s'appuyer sur des éléments corporels très concrets pour pouvoir rebondir et puis proposer éventuellement après à l'enfant d'utiliser son équipement imaginaire, toutes ses compétences, tout son potentiel pour pouvoir trouver par lui-même des stratégies, aller chercher dans son coffre à trésors tout ce dont il a besoin pour faire face. Quand on est dans une situation de phobie, il est important de pouvoir peut-être faire appel au psychologue parce que il va falloir aller hors du temps phobogène, hors du soin phobogène, aller interroger quelles sont les angoisses que l'enfant, que le soin réactive. Et ce travail va se faire aussi avec les parents pour essayer de comprendre comment la phobie s'est installée dans cette histoire, soit de maladie, soit de lieu à l'hôpital, et de pouvoir que chacun puisse se réapproprier ses sensations, ses émotions et ses propres angoisses, parce que souvent, ces situations de phobie, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une confusion de la place de chacun. Donc le psychologue va pouvoir aller aider les parents à essayer de comprendre quel est le besoin de l'enfant, le besoin qu'il n'exprime pas à l'intermédiaire de cette phobie, et avec l'enfant aussi, essayer de comprendre ce qu'il nous dit de la phobie, de ses peurs, qui parlent souvent de ces angoisses primaires comme malgré tout des angoisses de mort peut-être, des angoisses de castration, des angoisses d'effraction. Et puis cet enfant qui était en position d'autonomie et qui se retrouve lors d'un soin dans une position de dépendance, essayer de comprendre ce qui s'articule autour de ce soin et qu'est-ce que c'est pour lui ce soin à ce moment-là.